Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Allez, c'est parti pour la seconde table ronde de la journée. Les NFT, quel avenir, quels usages et quel quotidien pour les consommateurs. Alors, on a la chance d'avoir quatre experts internationaux. En tout cas, on vient des quatre points cardinaux de la France, donc c'est très bien. Et quand je dis internationaux, on a Kader qui vient du Maroc, Kader Mouloudji qui est CEO de Metacard, 25 ans d'entrepreneuriat dans le Web 2, ce qu'on peut appeler le Web 2. Et c'est pas un hasard si, après 25 ans d'entrepreneuriat expert, à un très bon niveau, on arrive dans le Web 3. On va comprendre après pourquoi. Jean-Luc, CEO, créateur de Wallcrypt, qui est un club sur la crypto, sur la blockchain, qui fait de la pédagogie sur la blockchain aussi, via, des éditions. Tant que tu hoches la tête, je continue. Hem, Romain Verlomfried, donc fondateur de pas mal de boîtes dans le Web3, qui est commissaire, priseur à Paris. C'est pas banal pour quelqu'un qui est dans ce milieu, d'arriver dans la blockchain et qui est arrivé vachement tôt en fait, dans la blockchain en créant des solutions, des dispositifs pour les artistes. Et actuellement, CEO d'Artorus, startup spécialisée dans la dématérialisation des pièces de monnaie en or et en argent. Et pour finir, on a Maxime, qui est dans l'écosystème blockchain depuis 4 ans et qui est CCO, Chief Commercial Officer chez Unblocked, agence spécialisée dans la blockchain, qui fait de la conception, du développement et qui aborde des problématiques de sécurité des projets. Donc, bienvenue à vous quatre. Moi-même, je suis Samira Karache, CEO de Fresque, qui est aussi un projet NFT. Donc, alors, on va commencer avec un premier grand thème. Ce qui est un peu perturbant dans la blockchain, c'est quand on est en dehors de la blockchain et du Web3, on a l'impression que c'est le futur. Et quand on est dedans, on a l'impression d'être toujours en retard. Et on va commencer avec un premier angle sur les NFT. Parce on va parler d'avenir, on va parler du futur du NFT. Euh, pour certains, j'imagine dans la salle qui découvraient le NFT, pour vous c'est déjà le futur. Pour nous, on est déjà en train de se dire what next, what's next, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive ensuite. Maxime, tu veux peut-être nous faire un avant, après, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va changer, et puis ensuite la discussion est ouverte évidemment entre tous les panélistes. Non, non, tout à fait. Pour un peu recontextualiser, une timeline assez généraliste, on a commencé sur les NFT avec, on va dire, l'art. Donc très rapidement après l'arrivée d'Ethereum, ça a été une vraie porte d'entrée parce que l'art, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui demain peut modéliser quelque chose sur un PC, sur un dessin et après le numériser et le mettre sous forme de NFT. Donc en fait, on a ouvert une boîte vraiment facile, simplifiée de comment dire, de mettre en avant son art via la blockchain. Donc ça a été un peu le avant, le passé. On arrive aujourd'hui où on a de plus en plus de cas d'usage. On a toujours l'art, bien sûr. On a la communauté et on a surtout des institutionnels qui se sont ancrés avec le NFT dans le monde du Web3. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des leviers pour fédérer leur communauté et ensuite créer des expériences uniques. Alors, je vais citer un projet qui est quand même assez emblématique, c'est Lacoste. Ils ont, pour moi, fait quand même un sacré coup de pub et ils ont su fédérer leur communauté. Ils ont lancé en juin 2022 une première collection de NFT et cette collection vit toujours. C'est-à-dire que cette semaine, sur leur Discord pardon, qui compte beaucoup de membres, ils ont donné la possibilité, grâce à la détention du NFT, d'avoir typiquement des places pour Roland Garros. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur un switch de fédérer une communauté à travers des rewards qui sont les NFT. Et l'avenir, du coup, c'est une question très ouverte, très ample. Moi, personnellement, je vois vraiment deux secteurs qui vont être révolutionnés par le NFT. C'est le gaming. Je pense qu'on connaît tous tout ce qui est Counter-Strike, World of Warcraft,
où on n'est pas détenteur du skin, de l'armure, des biens qu'on possède sur les jeux vidéo. Et les NFT, on va pouvoir vraiment créer quelque chose d'unique. Et le consommateur, qui est plus du coup un consommateur, mais un acteur, va vraiment détenir via le NFT son skin. Parce qu'aujourd'hui, on paye quand même beaucoup d'argent pour avoir une arme sur Fortnite ou autre. Demain, Fortnite arrête, vous n'avez plus l'arme. C'est ça qui est très important. Et après, un deuxième secteur, et je laisserai mes compères également intervenir, c'est le tokeniser les actifs réels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petite anecdote, quand on achète une maison, un appartement, on passe des heures et des heures à faire de la paperasse. Il y a 50 pages à revoir, 30 ans en arrière pour voir le droit de propriété. Aujourd'hui, avec un NFT, tokeniser un actif immobilier ou même mobilier, ça peut être des meubles, ça va simplifier les process, ça va surtout authentifier et rendre authentique le bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut rebondir. Alors jusqu'à l'an dernier, moi j'ai analysé un peu les pourcentages, on avait 66% des NFT qui étaient dédiés à ce qu'on appelle les collectibles. Et on se rend bien compte que cette ère-là est passée. On va arriver sur de l'utilité, en fait. La technologie NFT est transversale et on n'a plus une seule utilité ou un seul domaine d'activité, mais ça va toucher vraiment l'ensemble de l'économie. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui nous attend sur les NFT? Bah, à mon avis, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui va changer, etc. En réalité, rien ne change vraiment totalement, c'est juste une transformation. Toute l'infrastructure existe depuis 30 ans, on se sert aujourd'hui d'Internet pour le Web3, etc. Et puis après, il y a eu la blockchain il y a 15 ans, puis aujourd'hui les NFT, effectivement, what's next? Ben, ça, c'est la bonne question. C'est plutôt l'utilité, là-dessus, tu as raison. Le gaming et les collectibles, c'est conjointement, c'est 75% des échanges de NFT. Les utilités, 10%, ça c'était l'année dernière, hein, et le monde de l'art, environ 10%. Sauf qu'on parle beaucoup du monde de l'art, et c'est ça qui a fait un peu crisser des dents pas mal de gens avec les œuvres de Beeple, etc. Mais en fait, ça va être juste une évolution. Tout simplement, il faut que ça rentre, et vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs sur le panel du métaverse, c'est comment les gens vont le prendre. Il faut que ça soit le moins douloureux possible, à mon avis. Il ne faut pas que ça demande de l'installation technique, des nouveaux achats. Quand l'ordinateur est arrivé, acheter un ordinateur, c'était plusieurs mois de salaire. Et c'était gros et personne n'en voulait. Quand on posait la question, quand on regarde les archives INA, quand on disait au Madame Michu, pour la reprendre encore une fois, on lui disait, mais vous allez pouvoir, grâce à l'ordinateur, trouver la fiche de Louis XVI. Elle disait, mais je m'en fous en fait, j'ai un dictionnaire, je peux aller à la bibliothèque. Aujourd'hui, on repose la question, les gens vont dire l'inverse. C'est pas la peine, j'ai un ordinateur, je vais pas aller à la bibliothèque pour trouver cette information. Pareil pour le téléphone portable, pareil pour la blockchain. Et ça a demandé, l'avantage à mon avis, ça va pas changer grand-chose. C'est juste l'utilisation et l'insertion de la blockchain qui va permettre une plus grande sécurité des transactions, une plus grande rapidité, se passer de pas mal d'intermédiaires. Donc à mon avis, c'est le consommateur qui va s'en trouver bonifié plus qu'il peut se l'imaginer. Nous, on est dedans, donc effectivement. Mais les gens qui rentrent et qui voient NFT marqué en gros, c'est plutôt terrifiant. En réalité, il n'y a pas vraiment de barrière. Voilà. En fait, je pense qu'on est quand même en train de vivre un changement. Aujourd'hui, les marques, les entreprises ont des vraies problématiques. Elles n'arrivent pas à s'interfacer avec cette génération Z, les 18-34 ans. Elles n'y arrivent pas parce que cette génération-là est née avec Internet, est née avec une tablette, est née avec un téléphone. Et donc, quand on comprend ça, on se rend compte que cette génération-là n'arrive pas à comprendre les marques. Et les marques n'arrivent pas à les comprendre. Et aujourd'hui, la blockchain est un outil pour permettre à ces marques d'offrir de nouvelles expériences à cette clientèle. Donc moi, je pense qu'on est vraiment en train de changer, en tout cas pour les marques, d'un marché d'acquisition à un marché de fidélisation.
Et il n'y a que les NFT qui peuvent permettre aux marques d'atteindre ce résultat-là. Ouais, et puis pour rebondir, on voit que beaucoup de marques, du coup, on a L'Oréal, on a Lacoste, on a Mugler, on a Porsche, on a Lamborghini. Leur premier pas dans la blockchain, parce qu'un NFT c'est la blockchain, c'est via une collection d'NFT. Ils veulent faire un mint, ce qu'on appelle un Genesis Pass, un premier pass, etc. Ils se lancent à travers cette expérience parce que c'est simple. Voilà, c'est un design qu'on drop à une communauté et après cette communauté utilise ce NFT pour aller avoir des rewards, des récompenses. Et vraiment, on voit beaucoup de marques qui veulent commencer à utiliser la blockchain via NFT. Donc c'est vraiment un levier d'adoption auprès des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, dans une institution, je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent la blockchain ou ils ont un peu peur de parler pour l'image de marque, alors que le NFT crée vraiment cette adoption réelle et rapide pour mettre un pas dans la blockchain. Oui, c'est à la fois de l'adoption, mais aussi une fidélisation. Et vraiment, on va le voir l'année prochaine, dans 2 ans. Aujourd'hui, on a tous vu dans les médias des grandes marques françaises ou européennes qui sont ou en liquidation ou en redressement. Et on dit que c'est à cause du Covid. Mais en vérité, si ces marques avaient su fédérer, avaient su fidéliser une clientèle, avaient permis à ces clients de participer au développement de leur entreprise, elle n'aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui. Alors la question initiale, c'était avant et après, en ce qui concerne gérer les NFT. Donc déjà, la question qu'on pourrait poser d'abord, c'est parmi vous, qui sait ce que c'est qu'un NFT déjà? Bon, là, on est peut-être c'est faussé, mais, C'est une très belle salle. Hein. mais voilà, Bravo. déjà très bien, bravo. Bravo, bravo. Bravo à lui. Voilà. Mais qui a un wallet? Donc en fait, avant, on va dire avant, après, déjà, monsieur tout le monde finalement ne sait pas ce que c'est qu'un NFT. Et les entreprises, pour certaines entreprises, elles n'ont pas forcément toujours aujourd'hui, même encore maintenant, compris l'intérêt et ce que ça va leur apporter. Et ça, c'est un enjeu majeur. On parle de fidéliser effectivement une clientèle. Pour une entreprise, c'est vital. Pour des clubs, on parlait de sport tout à l'heure, et d'autres entreprises aussi, ça c'est quelque chose de vital. Et les NFT sont une véritable solution, finalement relativement simple, je dirais, pour pouvoir donner un second souffle à la gestion d'une communauté. Wallcrypt, on a créé effectivement un club d'affaires, on passe par un NFT. Pourquoi on pourrait dire, finalement, pourquoi tu passes par un NFT? Quel intérêt de passer par un NFT? Voilà. Donc nous, Wallcrypt, on fait de la démocratisation, de la vulgarisation. Et il faut réussir effectivement. Donc d'un côté, il y a les entreprises qui n'ont pas encore franchi le cap pour aller vers les NFT parce que tout simplement, elles sont prises peut-être dans leur quotidien, elles n'ont pas saisi l'intérêt. On peut parler de cas d'usage très simple. Dans le monde, par exemple, de l'éducation, il y a une problématique majeure, c'est la fraude au diplôme à l'échelle mondiale. Donc là, eh bien, il y a une vraie préoccupation majeure. Pourquoi? Parce que certaines universités ça devient relativement grave pour elles, puisque s'il y a trop effectivement de fraude au diplôme sur l'université, eh bien, sa cote va baisser. Donc ils sont obligés de trouver une solution. La blockchain, puisqu'on parle effectivement tout à l'heure, la blockchain finalement, NFT, parce qu'à la base, technologiquement, c'est d'abord et avant tout la blockchain qui permet de gérer cette évolution. Eh bien, donc, on peut traiter la problématique des faux diplômes avec la blockchain. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on traite un vrai problème. Ça, à la base, c'est ça, c'est de traiter un vrai problème, apporter une vraie solution. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'incontournable. Et aussi, donc, ensuite, pour le consommateur, eh bien, c'est de pouvoir, d'ailleurs, tu faisais référence au téléphone, de pouvoir utiliser la 4G ou la 5G sans même comprendre ce que c'est, mais finalement de comprendre ce que ça va m'apporter. L'objectif, c'est ça. C'est un peu comme la traçabilité alimentaire. Je vais scanner dans une grande surface, voir gérer donc la traçabilité alimentaire d'un aliment, des tomates. On va aborder ces exemples en troisième partie. Voilà. Donc là, moi, ce que je comprends de nos échanges, c'est qu'on est dans une période de transition. On quitte
une ère un peu expérimentale où il y avait quand même beaucoup de games, de collectibles, etc. Sur la techno, comme nous l'a dit Romain, il n'y a pas véritablement d'évolution, même s'il y a des progrès, mais sur les usages, on commence à évoluer. On parle du consommateur. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante, parce qu'on passe du Web 1, où on était en consultation, Web 2, on participait, Web 3, on devient propriétaire. Est-ce que le consommateur est encore un concept qui va persister? Est-ce que c'est quelque chose qui va disparaître, d'après vous, avec l'avènement des NFT? Moi, je pense que oui. Je pense que le consommateur aura la possibilité de récupérer sa data, être propriétaire de sa data, pouvoir la revendre. Et surtout, avec la relation business, il va pouvoir co-construire et imaginer une meilleure relation avec sa marque. Donc oui, clairement, pour moi, le NFT est le véhicule pour passer d'un rôle de consommateur à un rôle de propriétaire data et à un rôle de participant. Oui, le consommateur va devenir consommateur au final, et il va se réapproprier sa data, comme le disait Kader. Et donc, il y a un renversement de paradigme, c'est-à-dire que les datas qui étaient jusqu'alors trustées par ce qu'on appelle les GAFAM et qui faisaient beaucoup d'argent avec ces datas, aujourd'hui, il y a un renversement puisque les consommateurs, alors peut-être qu'il y aura un nouveau mot qui va apparaître, hein, évidemment, mais récupèrent et donnent et vendent eux-mêmes en sachant que leurs data ont un prix. Et donc, ils se retrouvent en fait au milieu du système. Il y a un renversement de pouvoir, voilà, un changement de niveau. Et ce sont les marques qui vont venir les chercher pour pouvoir envisager l'avenir justement avec cette nouveaux moyens de communication, de relations clientèle. On peut imaginer après du cashback, de la fidélisation, etc. etc. Donc oui, le consommateur va devenir acteur de son propre cheminement et son parcours de consommation économique, oui, certainement. Et alors vous, là, qui êtes bien au fait des NFT, est-ce que vous avez déjà fait évoluer votre façon de consommer par rapport à ce qu'on vient de dire? Consommer, t'entends quoi par consommer? C'est-à-dire consommer le NFT, la blockchain, ou consommer dans la vie de tous les jours? La consommation Bah, courante? moi personnellement non, parce que faut quand même avoir entre guillemets les pieds sur terre. C'est qu'aujourd'hui on est dans une phase de transition, et dire qu'on consomme complètement la blockchain ou en Web3, NFT, etc., c'est un peu mentir entre guillemets. On est obligé de consommer quelque chose de réel. On est obligé d'acheter ces denrées alimentaires, on est obligé d'acheter une maison aujourd'hui via le process Web2. Mais ce qui est très intéressant, c'est que demain, et tu l'as très bien dit, c'est un conso-acteur, c'est que demain, si on arrive à voir, je reprends cet exemple d'immobilier parce qu'il est assez simple, si on arrive à avoir vraiment tout le process d'achat, de suivi, de gestion locative, même de travaux pour aller chercher des financements parce qu'on rénove sa maison avec des décrets, etc., tout ça sur la blockchain, c'est acteur du coup de ton achat. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai l'appartement, oui, j'ai l'appartement, j'ai un crédit, etc. Demain, vraiment, la puissance du NFT, c'est que c'est authentique et unique. Personne va pouvoir copier ce qu'on a entre les mains. Donc on est acteur et même vraiment propriétaire, littéralement, on est propriétaire. Donc ça n'a pas forcément aujourd'hui changé ma façon de consommer. Par contre, demain, effectivement, ça va changer. Si on arrive sur un monde où, entre guillemets, tout se fait sur la blockchain, les certificats, l'immobilier, le mobilier, Romain a introduit le ticketing, qui est un point super intéressant. Si demain, on arrive à avoir des façons simples, accessibles, moi, je vais consommer que par les NFT et le Web3, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai l'occasion de pouvoir consommer via des entreprises Web3, je le fais plutôt. Mais je sais que très prochainement, je vais pouvoir consommer dans une marketplace avec beaucoup de produits qui seront des NFT, où il y aura des produits physiques à l'intérieur. Alors ça nous permet d'aller... Ah non, pardon. Non, mais la consommation viendra d'elle-même de toute manière. À partir du moment où il y a un véritable intérêt pour le consommateur, il va y aller de toute façon naturellement. Voilà, ça peut être effectivement par exemple des cartes cadeaux.
par exemple. Pas que. Voilà. Si on voit qu'il y a des intérêts, ça peut être des points de fidélité, ça peut être des avantages. Donc, à partir du moment où la personne voit qu'elle a un NFT qui lui appartient, que c'est vraiment à elle, elle est propriétaire de ses données, et que grâce à ça, eh bien, elle a tout simplement des avantages, eh bien, elle ira. Voilà. Ce Donc, qui est sûr, c'est qu'on y va tous. Aujourd'hui, les entreprises, les marques ont cette problématique avec les 18-34 ans, donc elles vont utiliser les NFT, je vous le redis, pour passer d'un marché d'acquisition à fidélisation. Donc, on va tous consommer des NFT. Alors, juste, il faut quand même que ce soit bien structuré parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui un peu se lance dans le Web3, on va faire une collection de NFT, on va lever je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros, c'est trop cool. Il faut vraiment quand même que ce soit cadré, qu'il y ait vraiment un use case derrière parce que si c'est juste, on a vu des collections, je ne vais pas les citer, mais ils lancent la collection et après plus rien en fait. Du coup, il y a une sorte de méfiance vis-à-vis du consommateur actuellement, de se dire ah bah c'était un coup de bluff, il n'y a rien derrière, on n'a pas de rewards, on n'a pas de communauté. Et je suis d'accord avec toi, Kader, de tout le monde va y aller, mais le tout le monde, il faut qu'il soit vraiment cadré par des acteurs, par de la réglementation, par de la structure technique derrière, Alors, parce que oui. on- Ce que je veux dire par là, je ne parle pas de collection. Je parle que, par exemple, un e-commerce qui vend des coques de téléphone, demain, très prochainement, il va pouvoir créer des collections de NFT, y intégrer ces coques et permettre à des gens d'acheter ce NFT. Et donc, derrière, il y a un produit physique. C'est plutôt le chemin de fidélisation par la création d'une communauté grâce à la puissance du NFT qui fera que tout le monde va y aller. Et ça va être ça. Là, on peut d'ailleurs voir Shopify, qui est la plateforme des e-commerce, qui est en train d'ouvrir ce marché-là. Donc, naturellement, le fabricant en Thaïlande de coques, de téléphones, en 2 clics, va créer des NFT, y mettre tous les produits qu'il souhaite, et toi, tu vas pouvoir non seulement acheter ce NFT, lui, ça va lui permettre d'avoir une relation privilégiée avec toi, tu vas pouvoir être membre de cette communauté et te projeter sur des nouvelles collections avec des précommandes. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer où le client et la marque vont travailler main dans la main. Oui, on peut imaginer ce qui ne se fait pas du tout aujourd'hui, juste des campagnes NFT de testing, c'est-à-dire que les marques vont pouvoir lancer Exactement. des collections de NFT, voir ce qui fonctionne le mieux, pas produire à outrance Exactement. des collections entières, même pas saisonnières, multisaisonnières, comme le fait sans citer de marque, voilà, mais qui balancent sur le marché des centaines de milliers de t-shirts avec une girafe, ils s'aperçoivent que le public en veut pas. Et donc tout repart dans des pays un peu moins industrialisés pour être détruit ou recyclé, etc. Les campagnes de NFT vont pouvoir permettre, au-delà du club, du reward, du cashback et surtout un testing. Et on a souvent tendance à dire que la blockchain et les NFT consomment énormément d'électricité, que c'est pas bon pour l'écologie. Là, si on arrive à se couper d'un pan de production non contrôlée, il va y avoir une compensation énorme, voire même ça va devenir peut-être un moyen détourné aujourd'hui et non imaginé encore de sauver ou d'économiser aussi de la production. Et donc, on va tout simplement, ce qu'on fait tous, et ce que se fait dans le monde de l'investissement, on va y avoir un ratio effort, récompense ou risque récompense, tout simplement. Et quand l'effort ou les risques diminueront par rapport aux récompenses, eh ben, ça va tout naturellement couler. Et ça vraiment, Romain, ça arrive, c'est demain, en vérité. C'est aujourd'hui même. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a parlé, et c'est ce qui est le NFT en fait. Hein. On a parlé d'art, on a parlé d'éducation, on a parlé de gaming, on a parlé de retail, on a parlé de développement durable. On voit véritablement que le NFT, c'est transversal. Ça touche vraiment tous les segments, toutes les dimensions de notre vie. C'est pour ça que nous, on est convaincus, et c'est pour ça que le titre de la table ronde, c'est le quotidien du consommateur, même si le mot consommateur n'est plus d'actualité. Quels sont les usages en fait que vous voyez, en plus de ces grands domaines-là qu'on vient d'évoquer, qui pourraient montrer en fait, à notre assistance là, que le NFT, c'est comme un boulon, quoi. Ça va être partout, partout, partout.
Pour introduire, moi j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est la supply chain. Aujourd'hui, on voit beaucoup même la logistique supply chain. Il y a un projet, je vais le citer parce que français, c'est Honest. Aujourd'hui, avec un NFT, ils arrivent à tracer la responsabilité dans une chaîne logistique. Aujourd'hui, il y a un livreur qui vous livre colis. On ne sait pas par où il est passé, on ne sait pas s'il est entier, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'ils ont respecté, si c'est de la nourriture, la chaîne du froid. Voilà, il y a quand même beaucoup de complexité, de problématiques aujourd'hui avec les livraisons. Ils arrivent en retard, il n'y a pas de rien qui se passe. Demain, Honest, ils apportent une solution avec le NFT d'éclater l'arbre de responsabilité et du coup, grâce à ce NFT, ces NFT, cette technologie, de vraiment pointer le responsable s'il y a eu un désordre. Et ça, c'est super intéressant. Et après, pour aller plus loin, même dans les entrepôts, d'aller authentifier qu'un process a bien été validé, le NFT aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de supports papier, c'est beaucoup de tablettes avec des points à cocher, etc. On nous dit que le manager, il ne suffit pas l'information. Enfin, voilà, c'est des ébauches. Mais pour moi, là, le cas d'usage, vraiment, je travaillais dans l'industrie avant, c'est vraiment l'authenticité qui était validée. Il y a des process très stricts dans les industries, qui nous dit que c'est pas... Oui, ça permet aussi d'augmenter la sécurité. Et on le voit aujourd'hui dans la chaîne alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans le suivi des pièces aéronautiques, dans l'automobile. Ça touche déjà pas mal de secteurs, mais ça va surtout permettre une plus grande transparence. Et qui dit blockchain dit que tout le monde a accès à l'information aussi. Voilà, ça c'est aussi un pan. Voilà, c'est totalement transparent. Alors évidemment, personne ne peut toucher l'information ni la modifier, c'est aussi le principe. Mais l'information est accessible et non pas, encore une fois, gardée jalousement secret par quelques grands groupes qui, au final, disent un peu ce qu'ils veulent au grand public. Là, le grand public va pouvoir aller chercher son information qui va être vérifiée et chercher effectivement la chaîne de responsabilité, la chaîne de transactions, de provenance, d'historique, etc. En fait, il y a deux types de blockchain. Il y a la blockchain où tout le monde peut aller chercher l'information, mais il y a aussi les blockchains à l'intérieur des groupes, où là, c'est celui qui a passé le bon de commande qui choisit qui a le droit d'avoir l'information. Jean-Luc, avant qu'on passe peut-être à quelques questions, toi, tu as été à l'initiative d'une expérience qui est quand même très réussie et très remarquable dans l'écosystème et qui, justement, donne un terrain de matérialisation de l'utilisation intelligente du NFT. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton club et comment tu as utilisé le NFT en fait pour faire vivre, animer toutes les activités que tu proposes? Alors effectivement, donc Wallcrypt a créé le club d'affaires Wallcrypt. Donc ce club, eh bien, donc j'aurais pu effectivement ne pas utiliser d'ailleurs de NFT, mais j'ai voulu en tant que société de démocratisation du Web3, je dirais donc utiliser cette technologie, montrer à quoi elle va servir. Et l'objectif eh bien du club, c'est de rapprocher en fait toutes les personnes qui ne sont pas encore, toutes les entreprises ou personnes qui ne sont pas encore allées dans ce Web3, eh bien, de rejoindre le club et à travers ce club de pouvoir échanger avec des professionnels, tous secteurs confondus, puisque aujourd'hui dans le club on a plus de 150 donc, personnes actuellement. On va aussi bien avoir des assureurs, des avocats, des développeurs, des artistes, parce que ça aussi pour les artistes c'est très intéressant. Enfin, tout le panel de compétences. Et l'objectif, c'est aujourd'hui, si une entreprise souhaite se lancer effectivement dans le Web3, elle va fonctionner un peu par le bouche à oreille en disant bah, tiens, j'ai un projet, comment je vais faire pour choisir un prestataire. Donc là, au départ, elle va pouvoir effectivement, à travers le club, eh bien, discuter, échanger de manière relativement simple. Ça peut être un WhatsApp, par exemple, que tout le monde utilise, pour pouvoir dialoguer avec ses professionnels. Et donc, on est passé, effectivement, on a décidé pour les 300 premières adhésions, on a lancé 300 NFT. Mais, puisqu'on est dans la vulgarisation, si la personne ne connaît pas, il faudrait qu'initialement, elle achète déjà de la crypto et un wallet. Donc, on les a déjà perdus. Donc, l'objectif, c'est de dire comment on va gérer ça. Donc, effectivement, j'ai trouvé, en fait, effectivement, une plateforme, une société qui a créé, en fait, une plateforme de NFT. Et il a tout compris, puisque finalement, on ouvre un compte, on a juste à mettre son email,
son username et on ouvre un compte sur cette plateforme. Et à partir de là, de manière totalement transparente, eh bien, on va avoir une clé publique. Donc ça, tout le monde peut le comprendre. J'ouvre un compte, j'ai une clé publique, et ensuite, on nous envoie la clé publique, et nous, on transfère à cette personne eh bien, son NFT. Donc ça, c'est un moyen relativement simple et qui fonctionne très bien, eh bien, de commencer finalement pour monsieur tout le monde à dire bah, tiens, c'est trop bien, j'ai un NFT. J'ai pas trop saisi techniquement comment ça marche, mais à la limite, je m'en fous. Mais moi, je suis content, j'ai mon NFT. Voilà, donc ça, c'est donc une première étape. Et aussi pour pouvoir être adhérent, eh bien, tout simplement, tout à l'heure, tu parlais de Shopify, par exemple, bah, nous, on a utilisé, on va sur le site de notre site, je dirais, c'est même pas Shopify, en plus, c'est sur, je dirais, du WordPress. On achète avec la carte bleue, tout simplement, on n'a pas de crypto-monnaie, et on se retrouve de manière naturelle, finalement, par ce processus-là, à avoir un NFT. Et ensuite, les avantages, eh bien, on fait partie d'un club, et après, il y a tout un tas d'avantages qui sont évolutif, j'imagine. Tout à fait, voilà, c'est évolutif, puisque pour les 300 premiers NFT, c'est abonnement à vie. Il nous reste une minute, je suis désolée de te couper, mais je pense que voilà, vous avez bien visualisé Jean-Luc, poser des questions sur ton club, qui est vraiment remarquable. Des questions dans le public? Oui. Comment est-ce qu'on peut revendiquer que l'on possède réellement la chose affiliée au NFT lorsqu'il peut être modifié de manière arbitraire et partiale? Merci. Maxime, je pense. Ouais, non, mais c'est une bonne question qui est assez large et on a peu de temps, mais la technologie blockchain permet d'authentifier un asset. Alors, tu as un token, c'est un NFT ou une crypto-monnaie, mais le NFT, si demain, on va pas pouvoir le copier, on peut pas faire un copier-coller de ton NFT parce qu'il est sur la blockchain. Et avec le système, la technologie, en fait, la réponse à ta question, c'est la technologie blockchain derrière. C'est-à-dire que le NFT, c'est un protocole, c'est un jeton de la blockchain, et ce qui fait cette authenticité, c'est la blockchain, en fait. Ouais, mais il est distribué en fait. Tu as plusieurs bases de données et aujourd'hui, bon, effectivement, ça peut être une base de données centralisée, mais on peut parler de bases de données décentralisées avec du stockage décentralisé. On en est, ouais. Alors ça, c'est du coup, c'est un bon point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vraiment le sujet de la table ronde, c'est que c'est les usages de demain. Aujourd'hui, on est trop collé au modèle centralisé. Effectivement, les métadonnées aujourd'hui sont beaucoup stockées dans des serveurs privés, AWS, OVH, etc. Demain, le gros enjeu, c'est d'aller décentraliser et distribuer vraiment toute la chaîne, dont le stockage des métadonnées. Demain, enfin, on a eu un feu à OVH il y a quelques années, ça peut être terrible pour l'industrie. Et demain, si on arrive sur un modèle où 100% des métadonnées du NFT sont stockées de façon décentralisée, IPFS ou autre, là, on a tout gagné. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde en construction, donc on invente tous les jours avec les avancées technologiques. Donc il y a des choses qui se font, les bonnes pratiques se contaminent entre elles, donc ça c'est chouette. Effectivement, avant c'était pas stocké sur IPFS ou pas tout le temps, c'était centralisé. Donc si le serveur s'arrête, on n'a plus rien. Aujourd'hui, la plupart des NFT, ça pointe vers un IPFS, donc c'est un peu mieux, mais on invente tous les jours, donc on essaye de faire avancer tous ensemble. C'est pour ça qu'on est builders, voilà. On fait en sorte que ce monde-là soit le plus sécurisé, le plus transparent, le plus accessible et le plus indolore possible pour les gens qui ne veulent pas entendre parler de la technologie, mais qui se servent aujourd'hui d'Internet ou de leur téléphone sans savoir vraiment comment ça marche. L'idée, c'est d'arriver à ça. Voilà. Ouais, pour rattacher un peu, on est dans une transition où beaucoup d'institutions veulent mettre un pied dans le Web3 par le NFT. Ils ne sont pas habitués par ce stockage décentralisé IPFS, ils ne connaissent pas en fait. Donc ils se rattachent à quelque chose, à du AWS, où ils se disent nous, ça nous rassure que les métadonnées soient stockées dans des serveurs où on sait physiquement où ils sont. L'enjeu, c'est d'aller leur expliquer, d'éduquer ces personnes qui veulent vraiment mettre un pied dedans, de dire qu'il y a une autre solution décentralisée de stockage et ça fonctionnera mieux en fait. Alors ça va être le mot de la fin. Et ça me fait penser à une phrase de Nietzsche qui dit qu'aussitôt qu'on présente quelque chose d'ancien à côté d'une innovation, nous sommes apaisés. On va finir là-dessus. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.